Je vais donc à présent demander à notre ami Jean-Baptiste Guillon de nous rejoindre. Je suis très heureuse que Jean-Baptiste vienne nous instruire à présent sur la méréologie du dualisme de sens commun. Bien, donc je vais d'abord remercier vivement Claudine Tiercelin pour avoir voulu et porté à bout de bras à la fois ce colloque et les groupes d'études qui ont précédé. Je crois que les événements qui sont organisés sous l'égide de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance représentent vraiment des événements tout à fait originaux et très encourageants pour ce qui est de l'état de la métaphysique contemporaine en France. Donc je suis vraiment très heureux de la possibilité de ce colloque rendu possible par le professeur Tiercelin. Alors, je vais commencer ma présentation par des choses très basiques qui pourront peut-être être, très bien connues, qui pourront peut-être être utiles s'il y a des non-spécialistes de philosophie de la composition qui nous écoutent. Donc, la théorie de la composition ou des tout et des parties dans la discussion contemporaine est dominée par une théorie classique ou standard qu'on appelle la méréologie extensionnelle classique et qui a été formalisée de manière rigoureuse par Leschniewski d'une part et par Goodman et Leonhard d'autre part. Et dans cette méréologie extensionnelle classique contient un certain nombre de principes ou d'axiomes dont certains sont largement consensuels et d'autres sont discutés et contestés par plusieurs métaphysiciens. Donc, parmi les principes contestés, on peut citer notamment le principe de composition non restreinte, selon lequel deux objets quels qu'ils soient, par exemple mon nez et la tour Eiffel, composent toujours et sans autre condition que leur existence un objet qui est la somme de ces deux objets. Parmi les principes qui ne sont presque jamais contestés, on pourrait citer par exemple le principe de transitivité. La transitivité dit que si mon nez est une partie de ma tête et si ma tête est une partie de mon corps, alors nécessairement mon nez est une partie de mon corps. Dans cette présentation, je m'attacherai à un autre principe qui est très peu contesté, à savoir le principe de supplémentation faible. Et je développerai une objection que l'on trouve par exemple esquissée dans l'article Mereology d'Achille Levarzi sur la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Donc je commence par présenter le principe de supplémentation faible. En première approche, il dit la chose suivante: si la lame est une partie du couteau, alors nécessairement il doit y avoir une autre partie du couteau, en l'occurrence le manche. Donc pour le dire en termes généraux, si un objet O a une partie A, cet objet O doit avoir une autre partie, B, qui est le supplément de A dans O. A ne peut pas être la seule et unique partie de O. En effet, si O n'avait qu'une seule et unique partie A, sans supplément, on se demande quelle serait la différence entre O et A. Donc, j'ai mis sur l'exemplier la version formelle et rigoureuse du principe qui se lit de la manière suivante. Si X est une partie propre de Y, alors il existe un Z qui est une partie de Y et qui est disjoint de X. Bon, je ne m'attarderai pas sur les détails formels de cette définition, mais un certain nombre de métaphysiciens spécialistes de la méréologie considèrent que ce principe est tellement évident qu'il doit en fait être considéré comme une partie intégrante de notre concept même de partie, et qu'il ne peut pas avoir de contre-exemple. C'est le cas par exemple de Peter Simons, dans la citation que j'ai mise sur l'exemplier. Dans les cas prétendus de contre-exemple, où il n'y a pas de supplément disjoint, nous sommes plutôt enclins à nier tout simplement que le premier objet soit une partie propre de l'autre. Cela tend à suggérer que WSP, c'est-à-dire le principe de supplémentation, est bel et bien un principe analytique constitutif de la signification de partie propre. Pourtant, dans l'article de la Stanford Encyclopedia, Achille Levarzi mentionne deux théories philosophiques qui sont représentées par des philosophes importants de l'histoire de la philosophie et qui constituent des contre-exemples au principe de supplémentation. Alors, la première de ces théories mentionnées par Varzi est une théorie des accidents de Brentano, mais je ne parlerai pas du tout de ce contre-exemple-là. Par contre, je parlerai de du second contre-exemple. La seconde théorie, c'est la théorie de la survie de l'âme séparée chez Thomas d'Aquin.
et chez un grand nombre d'autres auteurs médiévaux. Et donc j'ai donné sur l'exemplier la citation où Varzi présente ce contre-exemple, en tout cas cette théorie qui serait un contre-exemple au principe. Donc considérez la thèse qu'on peut attribuer à Thomas d'Aquin, selon laquelle la personne humaine survit à la mort physique ainsi que son âme. Si l'on considère que les personnes sont des composés illémorphiques et que deux choses ne peuvent pas devenir une seule et même chose, cette thèse implique que la personne, lorsqu'elle perd son corps, continue à exister avant la résurrection, avec une seule et unique partie propre, à savoir l'âme. Cette thèse est également défendue par quelques philosophes contemporains, Oderberg, etc. Donc face à cette objection, en tout cas face à ce contre-exemple putatif, il me semble que la réaction initiale de la plupart des métaphysiciens contemporains sera de ne pas la prendre très au sérieux pour une raison très simple, qui est que l'idée d'une survie de l'âme séparée, c'est-à-dire l'idée en fait d'un dualisme âme-corps, est une position en philosophie de l'esprit qui est aujourd'hui extrêmement minoritaire, et par conséquent, il n'y a pas beaucoup d'intérêt au fait de faire remarquer qu'une théorie de l'esprit marginale a pour implication une méréologie, elle aussi marginale. À savoir la méréologie qui refuse le principe de supplémentation. Autrement dit, cette objection contre le principe de supplémentation ne devrait intéresser que les quelques rares philosophes de l'esprit qui s'intéressent au dualisme des substances ou à l'illémorphisme dans la version de Thomas d'Aquin. Dans cette présentation, mon intention n'est pas du tout de défendre la plausibilité ou les mérites philosophiques du dualisme, mais il me semble que le scénario de la survie de l'âme mentionné par Varzi peut constituer une objection au principe de supplémentation, même si le dualisme est absolument faux d'un point de vue métaphysique. La raison pour laquelle ce scénario pourrait poser problème vient du fait qu'un certain nombre d'études empiriques récentes suggèrent que le dualisme, qu'il soit vrai ou faux du point de vue métaphysique, constitue la philosophie de l'esprit du sens commun, notamment chez les jeunes enfants. Et si donc le dualisme et donc la survie de l'âme font partie du sens commun, et s'ils impliquent le rejet du principe de supplémentation en méréologie, cela peut constituer un argument pour montrer que nous avons une méréologie du sens commun qui ne satisfait pas le principe de supplémentation. Voilà donc l'essentiel de l'argument de la présentation. Dans la première partie de ma présentation, j'exposerai la motivation, en détail cet argument de motivation du sens commun contre le principe de supplémentation. Dans la deuxième partie, je présenterai plus en détail l'interprétation du scénario dualiste pour montrer comment ce scénario dualiste viole le principe de supplémentation. Dans la troisième partie, je montrerai qu'en fait, on peut construire un scénario purement matérialiste qui est l'analogue du scénario dualiste de la survie de l'âme et qui pose en fait le même problème pour le principe de supplémentation. Et enfin, dans la quatrième partie, j'envisagerai d'autres interprétations du scénario de survie de l'âme, des interprétations qui ne violent pas le principe de supplémentation et qui pourraient donc permettre éventuellement de rendre compte du dualisme de sens commun sans recourir à une méréologie non classique. Voilà, donc commençons par une présentation de l'argument général de cette présentation. L'argument a deux prémices. Premièrement, la philosophie de l'esprit du sens commun conçoit comme possible le scénario de survie de l'âme. Deuxièmement, le scénario de survie de l'âme viole le principe de supplémentation. Conclusion, la notion de partie, qui est la notion du sens commun, ne contient pas analytiquement, ou le concept de partie du sens commun ne contient pas analytiquement le principe de supplémentation. Alors, donc dans la première partie, là, je vais brièvement présenter les données empiriques en faveur de la prémisse 1, et ensuite je ferai quelques remarques sur la validité de l'argument lui-même. Pour ce qui est de la prémisse 2, en fait, c'est dans tout le reste dans toutes les parties suivantes de ma présentation que je m'attacherai à la défense ou éventuellement aux objections à la prémisse 2. Donc commençons par la prémisse 1, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle le sens commun serait dualiste à propos de l'âme et par conséquent permettrait de concevoir une âme désincarnée, une âme qui survit indépendamment du corps. Alors, les données en faveur de cette thèse viennent d'un ensemble d'études empiriques récentes en psychologie développementale, des études qui concernent ce que les enfants croient naturellement, pas seulement les enfants d'ailleurs, mais enfin, en particulier les enfants, croient naturellement, ou ce qu'ils ont naturellement tendance à croire à propos de l'esprit humain et en particulier à propos de la mort.
Je me contenterai d'exposer ici l'expérience la plus célèbre dans cette littérature, qui est citée par toutes les autres études, à savoir l'expérience de la souris et de l'alligator de Jesse Bering. Donc, j'ai mis une citation sur l'exempliqué. Donc, dans une étude séminale de Bering et Björklund, des enfants ainsi qu'un groupe test d'adultes ont assisté à un spectacle de marionnettes dans lequel une souris anthropomorphisée était tuée et mangée par un alligator. On a ensuite posé aux enfants des questions concernant le fonctionnement biologique et psychologique de la souris désormais défunte. Les jeunes enfants avaient conscience du fait que le corps s'arrête de fonctionner lors de la mort, mais ils concevaient l'esprit comme étant toujours actif. Une disposition naturelle en faveur des croyances de vie après la mort est donc probablement l'attitude cognitive par défaut. Alors, donc dans d'autres études, Bering a montré que cette tendance chez les enfants à traiter de manière différente les états mentaux et les états physiques après la mort se retrouvait également chez l'adulte. Donc l'argument général en faveur de la prémisse 1, donc que ce scénario de survie après la mort fait partie du sens commun, peut prendre la forme des deux étapes suivantes, un A et un B. Lorsque nous pensons à des personnes défuntes, nous avons une tendance significativement plus forte à leur attribuer la persistance d'états mentaux qu'à leur attribuer la persistance d'états physiques ou biologiques. Ce qui permet d'induire la conclusion 1b. Donc, nous avons une capacité naturelle à attribuer des états mentaux indépendamment des états physiques ou biologiques. C'est ce que Jesse Bering appelle le common sense dualism. Alors, bien sûr, ce résultat de Jesse Bering et d'autres études qui indiquent les mêmes choses ont été discutés, et certains auteurs notamment ont fait l'hypothèse que ces résultats pourraient être expliqués par un biais sociologique ou par une forme d'endoctrinement religieux. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer ici dans le détail des débats empiriques sur ces éventuelles explications. Ce que je soulignerai simplement qu'il y a deux résultats empiriques qui vont à l'encontre de cette idée de biais sociologique ou d'endoctrinement. Le premier résultat, c'est que Jesse Bering et ses co-auteurs ont trouvé la même différence de traitement entre états mentaux et états physiques, même chez les personnes qui affirment ne pas croire à une vie après la mort. Alors non pas évidemment dans le sens où ils vont attribuer des états mentaux, mais au moins dans le sens, il y a une différence de traitement au sens où il y a un délai plus long à refuser les états mentaux qu'à refuser les états physiques. Donc on voit que le gap existe chez tous les individus, en fait, même ceux indépendamment de leurs croyances. Deuxième résultat empirique qui est pertinent, c'est que la différence de traitement observée chez les enfants a tendance à diminuer lorsque l'âge des enfants augmente. Et donc, si la différence de traitement était liée à un endoctrinement ou à une éducation, on devrait s'attendre à ce que les enfants, au fur et à mesure où ils ont de plus en plus d'éducation, perdent, que la différence augmente avec l'éducation. Et au contraire, c'est justement le contraire qu'on observe. C'est-à-dire que la différence de traitement semble initiale et l'éducation peut éventuellement aller à l'encontre de cette différence de traitement. Mais voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour cette présentation, je serai d'accord avec les conclusions de Jesse Bering dans le débat empirique, qui est que notre philosophie de l'esprit du sens commun est une philosophie dualiste qui rend possible la survie de l'âme séparée du corps. Dans la suite de cette présentation, je discuterai de la seconde prémisse qui dit que cette survie de l'âme séparée du corps implique une violation du principe de supplémentation, mais c'est-à-dire que notre dualisme de sens commun contient en lui-même une méréologie de sens commun qui enfreint le principe de supplémentation. Mais après tout, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ces deux prémisses seraient philosophiquement intéressantes ? Et plus précisément, est-ce qu'elles ont la moindre pertinence pour évaluer la vérité du principe de supplémentation ? Puisque, après tout, il semble que ces deux prémisses impliquent simplement que le sens commun croit à la fausseté de la supplémentation, mais le sens commun pourrait, après tout, complètement avoir tort dans ces thèses méréologiques. Et donc, à ce stade, certains pourraient être tentés d'adopter une stratégie forte du sens commun, consistant à dire que le sens commun donne toujours une certaine forme de justification épistémique, plus ou moins forte, en faveur des intuitions métaphysiques qu'il fournit,
Et puis on pourrait appliquer cette stratégie à la méréologie en particulier et dire que la méréologie de sens commun a en sa faveur un certain degré de justification prima facie ou quelque chose comme ça. C'est la stratégie qu'adopte par exemple Chad Carmichael dans un article que j'ai mis en bibliographie. Mais ce genre de stratégie est très douteuse lorsqu'on commence à faire de la métaphysique en général, mais de la méréologie également. Et en particulier sur la méréologie, on peut voir qu'on pourrait opposer le scepticisme défendu tout récemment par Jonathan Schaffer et David Rose dans l'article Folk Mereology is Teleological, où justement Schaffer et Rose défendent précisément que la méréologie de sens commun est philosophiquement indéfendable. Donc, il me semble que cette stratégie, enfin en tout cas, ce n'est pas du tout cette stratégie de sens commun que je vais défendre ici. La question de savoir si les intuitions méréologiques de sens commun sont importantes ou épistémiquement justifiantes, c'est une question difficile à trancher, et voilà, ce n'est pas ce que je vais faire ici. Mon argument ne concerne pas les intuitions de sens commun et les justifications qu'elles fournissent, mais mon argument concerne le concept de sens commun. Et je ne cherche pas tant à montrer que le principe de supplémentation est faux, mais plutôt qu'il n'est pas analytiquement vrai. C'est-à-dire qu'il n'est pas contenu dans notre concept même de partie. Mais, bon, dire qu'il n'est pas analytiquement vrai, ça laisse la possibilité qu'il puisse être vrai de manière non analytique, évidemment. En effet, si le sens commun nous représente un scénario dualiste qui viole le principe de supplémentation, cela n'empêche absolument pas que le dualisme soit faux et que le principe de supplémentation soit vrai. Mais cela exclut du moins que nos concepts eux-mêmes rendent impossible un tel scénario et rendent impossible la violation du principe de supplémentation. Donc c'est simplement cette conclusion limitée que je veux établir, à savoir le fait que notre concept de partie n'exclut pas analytiquement la possibilité d'un tout qui ne contient qu'une seule et unique partie sans supplément. Si cette conclusion est vraie, alors il restera possible de défendre la vérité du principe de supplémentation, mais il faudra alors la défendre sur d'autres bases qu'une intuition d'évidence analytique, puisqu'on aura prouvé que le principe n'est pas analytique. Alors, je vais passer maintenant à la prémisse 2, c'est-à-dire la question de savoir si ce scénario de survie de l'âme viole effectivement ou non le principe de supplémentation. Donc je vais... Dans la citation de Varzi que j'ai donnée, Varzi montre de manière très, très rapide en quoi le principe viole le principe de supplémentation, le scénario viole le principe de supplémentation, mais en réalité, ce n'est pas du tout évident que qu'un dualisme âme-corps viole le principe de supplémentation, même dans un scénario d'âme séparée. En effet, dans une philosophie dualiste classique, par exemple celle de Platon sans doute, la personne est identique à l'âme. La personne, c'est l'âme, non seulement après la mort, mais aussi avant la mort. Et donc le principe de supplémentation n'est nullement violé quand on a cette théorie que Olson appelle le dualisme simple, dans lequel la personne est identique à son âme, et non pas constituée d'une partie unique qui est son âme. Donc en fait, pour pouvoir former le problème, la violation du principe de supplémentation, il faut en fait deux présupposés que je vais considérer comme des présupposés également appartenant à la conception du sens commun. Le premier, c'est que avant la mort, le corps est une partie de la personne, contrairement au dualisme platonicien. C'est-à-dire que la personne avant la mort n'est pas une pure âme qui se trouve être attachée à autre chose qu'elle, un corps. La personne avant la mort est un être composé de deux parties, une partie âme et une partie corps. Donc la personne n'est pas identique à l'âme, mais au composé âme-corps, et c'est ce que Erik Olson a appelé le dualisme composé. Bien, mais une fois qu'on a dit cela, quelqu'un pourrait éventuellement objecter que si la personne n'est pas identique à l'âme avant la mort, peut-être qu'elle devient identique à l'âme au moment de la séparation âme-corps. Et cette idée irait à l'encontre du principe métaphysique de la nécessité de l'identité. Et je supposerai ici que le principe de la nécessité de l'identité est non seulement vrai, mais surtout qu'il fait aussi partie intégrante de notre conception du sens commun. Donc j'ajouterai comme deuxième contrainte ou deuxième présupposé, le présupposé B, que l'identité n'est pas temporaire ni contingente. C'est-à-dire que l'âme, si l'âme n'est qu'une partie de la personne avant la mort, l'âme n'est aussi qu'une partie de la personne après la mort, bien qu'elle devienne la seule et unique partie. Alors, il peut être utile, pour clarifier, de résumer le scénario de la manière suivante, T1, T2, T3. Avant la mort, la personne est composée de corps et d'âme, deux parties. Au moment de la mort, la personne perd sa partie corps,
et donc au moment T3, après la mort, la personne est réduite à sa seule et unique partie, âme. Donc je pense que là, à T3, on voit clairement que le scénario de survie de l'âme implique la violation du principe de supplémentation, puisque la personne a une seule et unique partie, sans supplément, à savoir l'âme. Alors, une manière de réagir à ce scénario et à sa conclusion, c'est-à-dire la violation du principe de supplémentation, c'est de dire que le principe de supplémentation est tellement évident intuitivement qu'il semble impossible de présenter cette interprétation du scénario comme étant l'interprétation du sens commun. Il n'est pas possible que le sens commun veuille dire ça, parce que le principe de supplémentation est trop évident et trop inclus dans le sens commun lui-même. Si c'est le sens commun lui-même qui soutient le principe de supplémentation, alors il est impossible que le scénario tel que je viens de le décrire soit une bonne description de ce que pense le sens commun. Donc pour donner de la chair à cette objection, encore faudrait-il donner une interprétation alternative de ce que peut penser le sens commun, de la manière dont le sens commun peut concevoir ce scénario de survie de l'âme, et c'est ce que je ferai dans la quatrième partie de la présentation. Je présenterai des interprétations alternatives qui ne violent pas le principe de supplémentation. Mais avant cela, je voudrais proposer autre chose. Je voudrais montrer que ce problème contre le principe de supplémentation peut se poser également dans une anthropologie matérialiste. Donc si vous n'êtes pas convaincu que l'anthropologie de sens commun est une anthropologie dualiste, si vous pensez que le sens commun est plutôt matérialiste à propos des personnes humaines, peut-être que en fait, le même problème peut être posé simplement d'une manière analogue, et c'est ce scénario analogue que je vais présenter dans la troisième partie pour être sûr que les enjeux de mon propos intéressent un maximum de personnes dans la salle. Alors, c'est un point que fait remarquer d'ailleurs Varzi dans son article. Les paradoxes traditionnels d'amputation, en particulier le fameux paradoxe du chat Tibbles et de sa partie Tib, sont également des cas qui pourraient remettre en cause le principe de supplémentation, d'une manière analogue au scénario de l'âme séparée. Et alors, au lieu du scénario de Tib et Tibbles qui est classique, je prendrai un scénario d'amputation du cerveau, qui est moins classique, mais qui permet, à mon avis, d'éviter un certain nombre de faux problèmes avec le scénario de Tib et Tibbles. Donc voici le scénario matérialiste alternatif que je propose. T1', avant l'amputation du cerveau, Bob, qui est un être matériel, donc par hypothèse, est composé de son cerveau et des autres organes de son corps. À T2', au moment de l'amputation, on détache le cerveau de tous les autres organes pour le placer dans une cuve où il est maintenu en vie par toutes sortes de moyens techniques. Du coup, à T3', après l'amputation, Bob continue d'exister et son cerveau continue aussi d'exister. L'un et l'autre continuent d'exister. Du coup, la question difficile qui se pose, c'est quelle est, à T3', quelle est la relation entre Bob et son cerveau ? Alors, c'est une question difficile parce que à T1', Bob et son cerveau existent tous les deux en tant que deux êtres distincts. Et donc, si l'on veut préserver la nécessité de l'identité, on ne peut pas dire qu'ils deviennent identiques à T3'. Mais comment Bob serait-il distinct de son cerveau à T3' s'il n'a plus aucune autre partie que son cerveau ? Il a perdu toutes les autres parties. Donc, il me semble qu'on est amené naturellement à dire qu'à T3', le cerveau est toujours une partie distincte de Bob, mais qu'il est devenu sa seule et unique partie, sans supplément. Et donc, on retrouve une violation du principe de supplémentation. Alors, je pense que l'analogie formelle avec le cas de la survie de l'âme devrait sauter aux yeux. Dans le cas de la survie de l'âme, on a un composé âme-corps qui est réduit à sa partie âme sans devenir identique à cette partie âme. Dans le cas de l'amputation de cerveau, on a un composé cerveau-organe qui est réduit à sa partie cerveau sans devenir identique à cette partie pour autant. Cette analogie peut sans doute nous aider à prendre au sérieux le problème méréologique de la survie de l'âme, plutôt que de le considérer simplement comme une conséquence d'une philosophie de l'esprit désuète et inacceptable. L'analogie peut aussi nous servir à envisager des solutions, parce que le problème de l'amputation a reçu plus de discussions que le problème de la survie de l'âme dans les débats contemporains, et il a reçu notamment une batterie de solutions qui est maintenant généralement, qui a reçu une classification assez standard, assez classique. Donc je suivrai ici la classification des solutions qui est proposée par Michael Ray dans son anthologie célèbre sur la constitution matérielle.
Donc voici les 4 familles de réponses traditionnelles au problème de l'amputation tel que je viens de le poser. La famille éliminativiste, qui dit que les composés comme Bob ou bien leurs parties non détachées comme le cerveau n'existent pas. La solution de l'identité contingente, qui consiste à dire que Bob était distinct de son cerveau mais devient identique à son cerveau. La solution des parties temporelles, qui dit que Bob et son cerveau sont en fait des vers quadridimensionnels et que le vers quadridimensionnel Bob et le vers quadridimensionnel cerveau ont une partie temporelle en commun mais ont aussi des parties temporelles distinctes. Et enfin, la famille de solutions qu'on appelle les solutions par les entités coïncidentes, qui consiste à dire qu'à T3', Bob et son cerveau restent distincts, mais coïncident. Alors, il est important pour considérer ces différentes réponses, il est important de se rappeler que ce qui nous intéresse dans le cas présent, ce n'est pas de trouver la théorie qui est métaphysiquement vraie ou défendable, voire scientifiquement défendable, mais seulement de voir celle qui correspond à notre modèle de sens commun. Car toute la question est de savoir si la réponse qui correspond au modèle de sens commun viole ou non le principe de supplémentation. Une fois qu'on garde cette contrainte de sens commun à l'esprit, enfin c'est pas une contrainte, c'est un enjeu, c'est la simple question de sens commun qu'on a à l'esprit, il me semble clair que cela élimine un certain nombre de solutions, non pas comme candidat à la vérité, mais comme candidat à la bonne description du sens commun. Par exemple, je pense que ça élimine directement la solution des parties temporelles si on pense que le sens commun est endurantiste plutôt que perdurantiste. Cela élimine aussi clairement les solutions éliminativistes parce qu'il est évident que le sens commun croit à l'existence des êtres humains comme Bob et croit à l'existence des cerveaux, même lorsque les cerveaux sont encore dans les boîtes crâniennes. Enfin, comme on l'a dit plus haut, cela élimine aussi la solution de l'identité contingente si on considère que la nécessité de l'identité fait partie des principes du sens commun. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les grandes familles de solutions métaphysiques, une seule semble être un bon candidat au titre de solution du sens commun, pas encore une fois de candidat de solution vraie, mais un bon candidat de solution qui correspondrait au sens commun pour les scénarios d'amputation, et donc parallèlement pour les scénarios de survie de l'âme, c'est la solution par les entités coïncidentes. Encore faudrait-il être plus précis, parce que pour l'instant, la solution des entités coïncidentes que j'ai présentée dans la partie 2, c'était celle qui viole le principe de supplémentation. Celle qui consiste à dire que le cerveau devient l'unique partie de Bob ou que l'âme devient l'unique partie de la personne défunte. Mais dans la littérature, sur les paradoxes d'amputation, ce n'est pas cette version de la solution D qui est la plus représentée. La version qui est la plus représentée, c'est ce qu'on appelle la théorie de la constitution, Constitution View, par exemple celle de Lynn Rudder-Baker, et cette théorie de la constitution ne viole pas le principe de supplémentation. Donc il est important de distinguer plusieurs sortes de solutions par les entités coïncidentes, et j'en distinguerai ici trois modèles différents que je présente d'abord rapidement et sur lesquels je vais revenir en quatrième partie. Première solution par les entités coïncidentes, D1, ça consiste à dire qu'à T3', Bob a son cerveau comme unique partie sans supplément. Ça, c'est la solution dont on a déjà parlé qui viole le principe de supplémentation. Deuxième solution des entités coïncidentes, ça consiste à dire qu'à T3', Bob est constitué par son cerveau, il a cette relation de constitution avec son cerveau, mais c'est-à-dire que Bob et son cerveau ont toutes leurs parties en commun, le lobe frontal, etc., ou l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, mais le cerveau n'est plus une partie de Bob. Et donc ça viole le principe d'extensionnalité, comme je vais le développer en quatrième partie. Troisième scénario, Bob est constitué par son cerveau dans un autre sens de la constitution, c'est-à-dire que Bob et son cerveau ont une relation sui generis de constitution qui n'a rien à voir avec la relation méréologique de partie. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas une partie de Bob et aucune partie du cerveau n'est une partie de Bob. Donc là, Bob et son cerveau n'ont pas leur partie en commun puisque aucune partie du cerveau n'est une partie de Bob. Bon, là je les ai présentées de manière vraiment très rapide, ces trois solutions. On va entrer plus en détail pour mieux les comprendre. Et puis on va aussi les appliquer au scénario de l'âme, de la survie de l'âme, pour voir comment ça marche. Alors, voyons donc ces deux interprétations du scénario
qui ne viole pas le principe de supplémentation. Parce que l'enjeu, c'est que si on arrive à trouver une interprétation du scénario qui ne viole pas le principe de supplémentation, alors peut-être qu'on pourra dire que le sens commun ne viole pas du tout le principe de supplémentation. Donc je commence par D2, c'est-à-dire le modèle 2, un scénario de survie de l'âme, enfin une interprétation du scénario de survie de l'âme, qui violerait le principe d'extensionnalité, mais pas le principe de supplémentation. Alors, le modèle numéro 2, c'est celui qui correspond à la théorie la plus répandue de la Constitution. Comme j'ai dit, c'est la Constitution View, par exemple, de Lynn Baker, qui implique une violation du principe d'extensionnalité. Donc, je rappelle ici le principe d'extensionnalité. Vous avez sa définition formelle. Je vais juste lire la définition plus lisible en langage naturel. Si X et Y ont toutes leurs parties propres en commun, alors X est identique à Y. La théorie de la Constitution dit que ce principe n'est pas valide. Par exemple, lorsqu'un objet constitue un autre objet. Par exemple, lorsque tel bloc d'argile constitue une statue, le bloc d'argile et la statue ont toutes leurs parties en commun, et pourtant, le bloc d'argile n'est pas identique à la statue. Et les défenseurs de la théorie de la Constitution appliquent souvent cette théorie au paradoxe de l'amputation. Donc voici ce que ça donne comme interprétation de l'amputation du cerveau, Donc, à T1', avant l'amputation du cerveau, Bob est constitué par la somme de son cerveau et des autres organes de son corps. C'est-à-dire qu'il a toutes ses parties en commun avec cette somme, et notamment, il a son cerveau comme partie. À T3', qu'est-ce qui se passe après l'amputation ? Bob est constitué par son cerveau. C'est-à-dire que son cerveau n'est plus une partie de Bob. Il était une partie de Bob, il est devenu ce qui le constitue, mais toutes les parties du cerveau restent des parties de Bob. Donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit restent des parties de Bob. Et alors il est évident qu'on peut appliquer cette solution, enfin une solution analogue au scénario dualiste de la survie de l'âme. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il se passe quoi à T3 après la désincarnation ? Ça voudrait dire qu'à T3 après la mort, l'âme cesse d'être une partie de la personne parce que la personne est désormais constituée par son âme, mais comme la constitution n'est pas l'identité, la personne reste distincte de son âme. Alors, voici pour le modèle 2. Je vais présenter maintenant le modèle 3. Et ce qui est intéressant dans le modèle 3, c'est que c'est un modèle qui, à ma connaissance, n'est pas tellement défendu dans la littérature sur les paradoxes de l'amputation, mais qui permettrait éventuellement de respecter à la fois la supplémentation et l'extensionnalité. Voici comment fonctionne le modèle 3. Donc, je fais la description des deux étapes essentielles du scénario d'amputation de cerveau dans cette interprétation. Avant l'amputation du cerveau, Bob est constitué dans un autre sens, donc c'est pour ça que j'ai mis constitué 2, par la somme de son cerveau et des autres organes de son corps, c'est-à-dire qu'il a une relation sui generis avec cette somme, mais pas de relation méréologique, au sens strict, ni avec cette somme, donc la somme n'est pas une partie de Bob, ni avec cette somme, ni avec les parties de cette somme. Et notamment, il n'a pas son cerveau pour partie. Le cerveau est une partie de la somme méréologique, il n'est pas une partie de Bob. Qu'est-ce qui se passe à T3'? Eh bien, après l'amputation, Bob est constitué dans ce sens 2 par son cerveau, c'est-à-dire que son cerveau n'est toujours pas une partie de Bob, donc le cerveau n'est pas devenu ou n'a pas cessé d'être une partie de Bob, il ne l'a jamais été. Il n'est toujours pas une partie de Bob, et les autres parties du cerveau ne sont pas non plus des parties de Bob. Ce sont des parties de ce qui constitue Bob, mais pas des parties de Bob lui-même. Là aussi, on peut faire un analogue très simple, proposer un scénario analogue pour l'interprétation du scénario de la vie de l'âme. Dans ce cas-là, AT3, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'après la mort, la personne est constituée dans ce sens 2 par l'âme, mais la personne n'a pas l'âme pour partie, et elle ne l'a jamais eu pour partie, parce que même quand la personne était constituée par un composé âme-corps, la personne n'était pas identique à ce composé âme-corps, et donc la personne n'avait pas l'âme pour partie. Donc l'âme n'a jamais eu l'âme, la personne n'a jamais eu l'âme pour partie. Alors, je pense que ça peut être utile de présenter les 3 modèles de la coïncidence d'une manière synoptique grâce au schéma que j'ai réalisé sur l'exemplier,
où je représentais les rapports entre Bob, son cerveau et les parties du cerveau. Alors je les ai représentés uniquement à la troisième étape, à T3', après l'amputation du cerveau. Et j'ai représenté par une flèche la relation de parties, la relation méréologique. J'ai représenté par un trait avec un C la relation de constitution. Donc dans le modèle 1, on voit que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit sont des parties du cerveau et le cerveau est l'unique partie de Bob. En tout cas, l'unique partie immédiate de Bob, si on veut être précis. Dans le modèle 2, la relation entre Bob et son cerveau est une relation de constitution, dans le sens où toutes les parties de Bob sont des parties du cerveau et vice-versa. Bob et le cerveau sont des objets qui sont tous les deux constitués exactement des mêmes parties. Dans le modèle 3, il y a une relation de constitution entre Bob et son cerveau, mais les parties hémisphère gauche et hémisphère droit ne sont des parties que du cerveau et pas des parties de Bob. Tout ce qu'on peut dire entre HG et Bob, c'est que HG est une partie de ce qui constitue Bob, mais pas une partie de Bob. Voilà, donc je veux terminer rapidement cette discussion quand même en présentant les arguments qu'il peut y avoir pour ou contre tel ou tel modèle. Alors, ma conclusion générale sera un ordre de préférence, si vous voulez. Je placerai comme ordre de préférence, il me semble que le modèle 1, M1, est préférable au modèle M3, qui est préférable au modèle M2, comme interprétation du sens commun. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi j'en suis aujourd'hui personnellement à cet ordre-là, et de manière tout à fait révisable en fonction de vos remarques. Donc, je vais présenter les contre-arguments qu'il peut y avoir contre ces différents modèles. Alors, je pense que l'argument principal contre le modèle M1, c'est évidemment qu'il viole le principe de supplémentation, et on pourrait penser que le principe de supplémentation est une intuition analytique. Alors, si l'on pense vraiment que le principe de supplémentation est une intuition analytique, cela peut être une raison de penser que ce modèle ne peut pas être un bon modèle de ce que pense le sens commun. Mais évidemment, si les arguments qu'on a contre les autres interprétations sont aussi forts, voire plus forts, il faudra revenir sur cette intuition. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il faut envisager sérieusement les arguments qui portent contre les deux autres modèles et qui, personnellement, m'amènent aujourd'hui, dans l'état actuel de ma réflexion, à préférer le modèle 1 par rapport aux autres. Alors, les arguments contre M2, j'en présenterai 3 qui sont de nature différente. Le premier argument évident contre M2, qui est proposé par un grand nombre de métaphysiciens, c'est qu'il viole le principe d'extensionnalité. Or, le principe d'extensionnalité est un autre des dogmes classiques de la méréologie extensionnelle classique. Donc, si on avait le choix uniquement entre M1 et M2, finalement, la situation dialectique, ça reviendrait à dire qu'on a juste à se demander quel sacrifice est préférable. Est-ce qu'il vaut mieux sacrifier le principe d'extensionnalité ou le principe de supplémentation, puisqu'il faut bien en sacrifier un des deux. Et face à cette question d'arbitrage entre extensionnalité et supplémentation, peut-être que certains seront tentés de dire que l'extensionnalité est moins coûteuse à sacrifier que la supplémentation, mais il me semble qu'en fait, quand on regarde de plus près les motivations en faveur de la supplémentation et de chacun des deux principes, ces motivations sont extrêmement proches intuitivement. Si on décrit ces motivations à un certain degré d'abstraction, on pourrait dire que dans les deux cas, l'intuition fondamentale, c'est que la distinction entre Bob et son cerveau, dans M1 comme dans M2, est une sorte de distinction sans différence, a distinction without a difference. En effet, dans M1, on distingue Bob et son cerveau sans qu'il y ait une partie supplémentaire qui fasse la différence entre Bob et son cerveau. Et dans M2, on distingue Bob et son cerveau sans qu'il y ait une partie distinctive qui fasse la distinction de l'un par rapport à l'autre. Donc je suis tenté personnellement de penser que la volonté de préserver l'extensionnalité d'une part et la volonté de préserver la supplémentation d'autre part sont à peu près sur un pied d'égalité dialectique ou intuitive, contrairement à ce que semblent penser la plupart des théoriciens de la coïncidence. Et donc, à mon avis, ces théoriciens de la coïncidence qui privilégient généralement le modèle 2 devraient considérer plus sérieusement le modèle 1 si leur seul problème, c'est de mettre en balance supplémentation et extensionnalité. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a d'autres arguments dans la balance qui peuvent faire pencher, pour le coup, résolument en faveur du modèle 1 plutôt que du modèle 2. Alors, le deuxième argument, par exemple, c'est un argument qui concerne spécifiquement le scénario de l'amputation et la manière dont M2 oblige à décrire le moment de l'amputation.
d'après M2, il faudrait dire que le cerveau, au moment de l'amputation, le cerveau cesse d'être une partie de Bob. Il était une partie de Bob, il devient le constituant de Bob, donc il cesse d'être une partie de Bob. Il semble donc qu'on devrait dire que Bob perd son cerveau comme partie au moment de l'amputation. Mais c'est étrange de dire cela, car s'il y a bien quelque chose que Bob ne perd pas lors de l'amputation, c'est son cerveau. C'est même la seule chose qu'il ne perd pas. Donc il faudrait réussir à dire que Bob ne perd pas vraiment son cerveau, mais qu'il le perd en tant que partie. Et je ne suis pas sûr que ce langage soit très compréhensible, ou en tout cas qu'il corresponde vraiment à la manière dont le sens commun penserait ce scénario. Et du coup, il me semble que le modèle M1 dit plus clairement ce que semble dire le sens commun à propos de l'amputation, à savoir que le cerveau est la seule partie que Bob garde comme partie lors de l'amputation, par opposition à toutes les parties qu'il perd. Et donc qu'il garde son cerveau comme partie, comme seule et unique partie. Donc voilà pour l'arbitrage entre M1 et M2. Le troisième argument contre M2 est plutôt un argument qui compare M2 et M3. Il consiste à dire, en fait, la structure de ce troisième argument consiste à dire que le modèle M2 a tendance, en fait, à se résoudre dans le modèle M3. Alors, pour quelle raison ? Je pense que cet argument est important pour que vous compreniez comment, personnellement, j'en suis venu à formuler le modèle M3 qui est, encore une fois, pas défendu dans la littérature, mais qui me semble être quelque chose auquel on peut tendre facilement lorsqu'on défend M2, en fait. Donc, l'intuition est la suivante. Dans M2, on dit que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit sont des parties du cerveau et des parties de Bob. Mais, question, est-ce que ce sont des parties de l'un et de l'autre dans le même sens et pour les mêmes raisons métaphysiques ? Il semble très intuitif de répondre non à cette question. Intuitivement, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit sont des parties de Bob uniquement en vertu du fait qu'ils sont des parties du cerveau et que le cerveau constitue Bob. Et donc, on devrait plutôt dire que la relation entre l'hémisphère gauche et Bob est une relation spécifique qui est la fonction composée de la relation de partie entre l'hémisphère gauche et le cerveau et de la relation de constitution entre le cerveau et Bob. On pourrait dire que l'hémisphère gauche est la quasi-partie de Bob dans le sens précis où l'hémisphère gauche est la partie au sens strict de quelque chose qui constitue Bob. Mais cela reviendrait en fait à dire que l'hémisphère gauche et Bob n'ont pas une relation de partie au sens strict. Et c'est exactement ce que dit le modèle 3. Le modèle 3 nous dit qu'il y a peut-être une relation de quasi-partie entre l'hémisphère gauche et Bob dans le sens où l'hémisphère gauche est une partie de quelque chose qui constitue Bob, mais ce n'est pas une relation de partie au sens strict et fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir du coup si on dit que M3 est préférable à M2 ? Est-ce que M3 ne serait pas aussi préférable à M1 dans la mesure où M3, après tout, préserve à la fois la supplémentation et l'extensionnalité. Donc il faut voir maintenant les arguments contre M3 pour voir que M1 est en fait supérieur à M3 à mon avis. Le premier argument, que je présenterai très rapidement, c'est que il semble que certaines personnes considèrent la relation de constitution 2, telle que je l'ai définie dans le modèle M3, comme totalement mystérieuse. C'est une forme de colocation ou de coïncidence de deux entités, mais finalement on ne sait rien de plus que cette coïncidence, et c'est une relation en particulier sans aucune relation méréologique, donc on ne sait pas très bien ce que c'est que cette relation de coïncidence au sens 2. Donc c'est une objection de mystérianisme. L'argument 2 consiste à souligner que le modèle M3 est obligé de dire certaines choses à propos du scénario d'amputation qui sont également tout à fait contraires au sens commun. Et en particulier, M3 est obligé de dire que même avant l'amputation, le cerveau de Bob n'était pas une partie de Bob. Le cerveau de Bob n'était qu'une partie de ce qui constituait Bob, mais n'est pas une partie de Bob. Car au sens strict, il n'était qu'une partie de ce qui constitue Bob. Donc plus généralement, cela revient à dire que les cerveaux humains ne sont pas des parties des personnes humaines, ce qui semble fortement contraire au sens commun. Du moins si on considère dans l'hypothèse que le sens commun est matérialiste à propos des parties humaines. Mais même dans l'hypothèse dualiste, on a le même problème.
Donc, il me semble que le modèle 3 n'est pas adapté non plus comme interprétation de la méréologie du sens commun. Il vaut beaucoup mieux choisir soit M1, soit M2 que M3, parce que M1 et M2 permettent de dire que mon cerveau est réellement une partie de moi. Mais comme M2 est instable et mène à M3, il me semble finalement qu'il faut choisir M1, préférablement à M3 et M2. C'est-à-dire que la meilleure interprétation des scénarios d'amputation ou de dualisme de sens commun, c'est finalement l'interprétation qui viole le principe de supplémentation, et donc il faudrait renoncer à l'idée que le principe de supplémentation est un principe analytiquement vrai contenu dans notre concept même de partie. Je vous remercie.